le lieu pour nous de recueillir vos opinions. Merci beaucoup. Voilà. Tous ceux qui nous ont rejoints, hein, on va vous demander, Jidas Nyamke, Christina Kisusu, hein, on va vous demander d'écrire, de vous présenter dans le chat. Donc, on va laisser toute la place. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes à une session spéciale. Il n'y a pas de présentation de cas. Donc, on va donner toute la latitude au professeur Isaac Tiembré de l'Institut national d'hygiène publique. Voilà, spécialiste, sous-directeur ou bien directeur dans la vaccination qui va nous, voilà, gracier de cette connaissance sur le thème de ce jour. Donc, professeur, vous avez toute la place pour commenter votre présentation. Ok, merci. C'est pas si on... hein? Voilà, ok. Si je voulais vérifier que mon micro est ouvert. Je vais partager mon... J'espère que j'ai la main. Ah oui, j'ai la main. Et voilà, je pense que... Voilà. En principe, on voit mon écran, en principe. C'est bon, ça y est, un diaporama. Voilà. Donc, je voudrais saluer l'INSP, saluer le directeur général, le professeur Yavo, William, pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir intervenir sur ce sujet qu'on avait même eu tendance à oublier déjà, hein, la COVID-19. Je voudrais remercier et saluer mon frère, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur euh, Aoufoué, qui est le président du comité scientifique. Merci pour tout ce que vous faites pour ce comité, enfin pour ce programme. Et remercier et saluer le docteur Kouassi, hein, qui est notre, c'est quoi, c'est notre animatrice, ou bien, comment on dit? Je suis la modératrice. Voilà, la modératrice, voilà, la modératrice du jour. Je vais mettre mon chrono quand même, hein, parce que même si on me dit que j'ai 30 minutes, vous savez, nous les enseignants, bon, souvent, je peux parler même peut-être 1 heure sans me rendre compte, donc pour que je puisse aller à l'essentiel, parce que c'est un sujet que nous connaissons bien, hein, sur lequel on peut parler indéfiniment, mais là, je pense que le temps est très bien compté, et donc nous allons j'espère qu'on m'entend très bien. On Professeur, m'entend très et que bien. vous reculez un peu, Ah, on vous entend ah, pas. Voilà. Approchez-vous de votre. Voilà. Du micro. Bon, Sinon, ok. ça va. C'est Mhm. bon? Oui, c'est bon pour oui, c'est ça. bon, oui. Donc, Moi, je suis à Boaké, mais je t'entends très bien. voilà, très bien. Merci vraiment. Voilà, donc, nous allons parler de l'état des lieux de la vaccination contre la COVID-19 dans le monde, particulièrement en Afrique, après la phase de la pandémie. Et donc, ce que je voulais vous proposer comme plan, il est simple, hein. Bon, on va essayer de faire quelques mots d'introduction, on va faire quelques rappels, parce que quand même la COVID, bon, je pense que pour ceux qui sont encore travaillent sur la COVID, bon, mais pour les autres, je vais faire quelques rappels rapidement, je vais aller rapidement. Et puis, vous venez sur les stratégies vaccinales actuelles, et puis quelques données, et puis terminer par une diapositive de perspective avant de conclure. Mais je voulais vous dire que c'est pas facile. Je n'ai pas eu véritablement de données. Et donc, j'espère bien que pendant ces échanges, hein, tous ceux qui sont autour de la table pourront apporter, hein, des contributions, pourront apporter de leur avis, hein, pour que nous puissions enrichir cette présentation. Voilà donc ce que je voulais dire concernant le plan. Voilà, donc, bon, la COVID-19, hein, qu'est-ce que dire encore? Hein? Je dis que beaucoup de choses a été dit sur cette maladie. Il s'agit d'une maladie virale qui est très contagieuse et aussi avec possibilité de mutation du virus,
responsable, le SARS-CoV-2. Et nous savons très bien que la COVID-19 a eu un impact important, un impact socio-économique et sanitaire majeur. Je pense qu'on a eu au bas mot, en tout cas les chiffres que j'ai consultés, on a autour de 7 millions de décès quand même. 7 millions de décès, entre 6 et 7 millions de décès. Donc, pour des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de cas. Donc, mais il y a une date importante, c'est que en mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, l'urgence de santé publique de portée internationale, a déclaré la fin de l'urgence sanitaire internationale. Mais vous voyez, l'interprétation de cette déclaration a été diverse. Hein. Je veux dire que cette déclaration a été diversement appréciée. Parce que pour certains, cela signifiait la fin de la maladie, hein, de la COVID-19. Pour d'autres, bon, c'était on n'aurait plus d'épidémie, etc., etc. Donc, et ce qui fait que, en quelque sorte, les bras ont baissé, on a baissé les bras. Hein. Bon, peut-être que dans les services cliniques, là encore, ils étaient toujours en alerte parce qu'ils recevaient peut-être des cas graves, mais vous voyez, en termes de surveillance de la maladie, en termes de vaccination, hein, vraiment, on a baissé les bras pratiquement, et de sorte qu'aujourd'hui, bon, c'est difficile vraiment d'avoir des données sur la situation réelle. En tout cas, en 2025, je n'ai pas trouvé vraiment de données. Bon, sur la vaccination, j'ai trouvé quelques données, mais sur le plan épidémiologique aussi, on a des estimations, on a quelques données, mais je suis persuadé que ce sont des données parcellaires. Or, il faut contrôler, il faut continuer la lutte contre cette maladie, hein, par les mesures barrières euh, que nous connaissons, mais aussi et surtout par la vaccination. Parce que n'oublions pas que c'est la vaccination qui a permis de renverser la vapeur. Je pense que nous nous souvenons tous des moments les plus difficiles de cette COVID-19 avec euh, les mesures draconiennes qui ont été prises, des mesures sanitaires. On a parlé du confinement du Grand Abidjan, on a parlé de l'interdiction même de se déplacer. On a parlé, même à Abidjan, on a parlé même du confinement de certains quartiers qui étaient considérés comme l'épicentre de la maladie. Et puis même, on a parlé même de couvre-feu. Donc, vous voyez que c'est vraiment important. Alors, bon, l'historique, je passe rapidement parce que ça, c'est des rappels, comme je l'ai dit, indiqués. Hein. On sait que cette maladie a été déclarée urgence, hein, de santé publique de portée internationale en janvier 2020. Janvier 2020. Et en mars, le 1er mars 2021, bon, le 11 mars, il y a eu le premier cas en Côte d'Ivoire, mais le 1er mars 2021, on a commencé la vaccination qui a permis vraiment de renverser la vapeur, comme je le disais tantôt. Mais, entre-temps, on sait qu'il y a eu un plan de riposte sanitaire et sociale qui a été mis en œuvre. Et puis, il y a eu aussi également un plan national de déploiement du vaccin ainsi que des plans opérationnels. Voilà, donc, toujours dans les rappels, je voudrais quand même donner quelques données que j'ai vues sur l'épidémiologie de la maladie. Voilà, donc c'est qu'on peut retenir sur l'épidémiologie de la maladie. Et ça, ce sont des données de l'OMS qui datent de septembre 2025, donc il n'y a pas très longtemps. Donc on voit ici quand même on observe des hausses des cas, principalement autour de la Méditerranée occidentale, de l'Asie, du Sud-Est, du Pacifique occidental. Voilà. C'est vrai que les zones,
C'est vrai que les zones comme les régions d'Europe, d'Amérique, d'Afrique ont aussi notifié des cas, ont aussi signalé des cas, mais il s'agit vraiment de faible activité, hein, autour de 2-3% de taux de positivité. Voilà, donc ça, ce sont les mêmes données. Et donc, vous voyez que selon toujours, ça c'était au niveau de l'Afrique maintenant, on vient au niveau de l'Afrique. Et au niveau africain, on voit que en octobre 2023, on a eu plus de 9 millions de cas confirmés avec plus de 175 000 décès. C'est vrai que il y a quand même quelques cas. Et puis, on a 7 000 nouveaux cas dans la période de juillet à septembre 2023. Donc, vous voyez que c'est et 27 nouveaux décès. Donc, ça montre vraiment la dynamique de cette affection. Voilà. Bon, ça, quelques rappels. Bon, je pense que je peux passer rapidement là-dessus, puisque nous connaissons tous comment cette maladie se transmet, la chaîne de transmission de la maladie. De même que la contagiosité, juste pour dire que c'est une maladie, pour rappeler plutôt que c'est une maladie qui est très contagieuse. Et cela est une caractéristique principale qu'il faut prendre vraiment en compte. Elle est très, très contagieuse parce que on voit bien que quand on la compare à d'autres maladies, on voit qu'il y a très peu de maladies qui peuvent vraiment atteindre son degré de contagiosité. Bon, les facteurs favorisants aussi, bon, je pense qu'on les connaît un peu passé rapidement. Et ces facteurs favorisants, c'est des facteurs de la vie quotidienne. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, si on a des cas, bien sûr, avec les déplacements, avec tous ces différents éléments, ça peut se propager rapidement. Alors que les facteurs de gravité, bon, pour ce grave fouet est là, les cas graves sont gérés par eux, mais les sujets de plus de 50 ans qui ont en plus de comorbidités sont les personnes potentiellement chez qui la maladie est grave. Donc, on rappelle toujours les problèmes cardio-respiratoires, les problèmes métaboliques, notamment le diabète, le cancer, même les hépatites B. Et tout ça, ça peut être c'est associé aux formes graves, même au décès chez les malades. Voilà. Et en 2023, en 2023, l'OMS puisque c'est vrai que l'OMS a déclaré la fin de l'urgence de santé publique, de l'urgence internationale, mais a quand même insisté sur des groupes de haute priorité pour la vaccination. Il s'agit donc des adultes les plus âgés, 75 ans et plus. Les adultes âgés avec comorbidité, les comorbidités que nous venons de citer tout à l'heure, les personnes âgées de 6 mois ou plus dont le système immunitaire est affaibli. Donc là, on a les immunodéprimés, mais pas seulement, tout ce qui... Les femmes enceintes, les adultes, et puis les adultes souvent de communauté d'obésité sévère. Donc, en fait, selon, dans l'entendement de l'OMS, ces personnes ou bien ces groupes devraient faire l'objet d'une attention particulière. En particulier, la vaccination, qui est la méthode la plus simple, l'approche la plus facile, pas facile, la plus simple, la plus efficace, même la plus coût efficace
pour pouvoir lutter contre cette maladie ou bien pour pouvoir prévenir la maladie chez ces personnes-là. Bon, les variants, bon, je pense que je ne vais pas insister là-dessus, mais c'était juste pour dire que nous avons quand même ces différents variants, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, les vaccins avaient quand même une protection contre ces différents variants, en tout cas, du moins contre les formes graves de la maladie qui sont surtout d'entraîner des décès. Bon, juste dire un mot sur les vaccins qui sont disponibles en Côte, qui ont été utilisés en Côte d'Ivoire. Donc, ça aussi à titre de rappel, on avait essentiellement 4 vaccins. Le vaccin AstraZeneca qui a été le plus utilisé, qui est un vaccin type vecteur viral. Les vaccins Pfizer Biotech qui était un vaccin à ARN messager, et donc aussi a été utilisé, de même que le Sinopharm, vaccin inactivé, et puis le Johnson Johnson aussi, qui est un vecteur viral. Donc voici les vaccins qui ont été utilisés, en particulier en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça c'est un peu l'efficacité de ces vaccins, l'efficacité sur les formes symptomatiques, sur les formes graves, mais aussi sur la transmission. Voilà, donc ça, c'est un peu juste pour parler de l'efficacité vaccinale. Je pense qu'on peut passer. Donc, ici, on a encore les mêmes problèmes, hein, l'efficacité sur les vaccins. Vous voyez, par exemple, que même le AstraZeneca, pour ne prendre que AstraZeneca, il y a quand même une certaine efficacité sur, en tout cas, les principaux variants que nous avions ici, et même que le Pfizer. Voilà, donc on arrive maintenant sur le vif du sujet, c'est la stratégie actuelle. Parce que avant de faire dans l'état de lieu, j'ai quand même voulu dire un mot sur la stratégie actuelle. Donc vous vous rappelez bien que lorsque l'épidémie a éclaté en 2020, en janvier, bon, disons, on va dire en janvier 2020, eh bien, on avait mis l'accent sur des sites de vaccination, des campagnes de vaccination même de masse, on va le dire comme ça. Et on avait vraiment une vaccination. Au départ, c'était même en dehors des structures sanitaires. Au départ, tout au départ, la stratégie vaccinale a consisté à créer des centres de vaccination. Donc, nous tous, on a vu un peu les différentes bâches qui étaient par-ci, par-là. Et le plus emblématique était le Palais des Sports. Et donc, dans ces zones-là, on faisait la vaccination COVID-19. Mais lorsque la phase, et puis avec bien sûr des phases de renforcement sous forme de campagne. Donc, lorsque cette phase est passée, on a, on a intégré la vaccination dans le système de santé, dans la routine. On a créé des postes de vaccination, ou bien du moins, on a ajouté les antigènes de vaccination contre la COVID-19, les antigènes anti-COVID-19, dans les vaccins, dans le lot de vaccins qui étaient administrés. Et donc, les personnes qui venaient pouvaient se faire vacciner. Par exemple, en ce qui concerne l'INHP, ces vaccins ont été intégrés au niveau de la vaccination des voyageurs. Donc, quand vous arrivez dans le hall de vaccination, on a un poste de vaccination là-bas. Bon, ça facilitait le fait que, bon, c'était certaines destinations qui exigeaient encore la vaccination après 2023. Et donc, cette vaccination est censée, ou bien en tout cas au fait, cette offre de vaccination est réalisée dans les sites de vaccination de routine. Mais ce qu'on constate, c'est que les vaccins n'étaient plus, la vaccination contre la COVID-19 n'était plus exigée dans les actes de la vie courante, dans les actes. Donc, ce qui fait que, bon, vous voyez, la vaccination, c'était
pendant le plus fort de la crise, même, c'était comme obligé pour certains, hein. On a reçu des personnes même qui, quand on a fini de les vacciner, mais ils ont pris le carnet même, je ne sais pas, s'ils ne l'ont pas jeté même, et puis ils ont proféré même des, des menaces vis-à-vis des vaccinateurs pour dire, mais si ce n'est pas à cause de voyage, même vous n'allez pas me voir même faire ce vaccin. Donc, ça veut dire que le fait que il y avait une certaine contrainte, hein, à pousser certaines personnes, en tout cas les anti-vaccins, ceux qui ne voulaient pas tout faire la vaccination. Donc, ce qui fait que les gens, la vaccination n'est plus vraiment réalisée comme elle se devait. Il y a aussi question de disponibilité, de répartition des sites, parce que je sais qu'au niveau du PEV, la vaccination avait été censée être au fait dans les districts, dans les régions sanitaires, dans certains centres de santé, mais cela n'a pas été toujours le cas en termes d'approvisionnement, parce que aussi, je pense que quand les vaccins arrivaient, c'était pas utilisé, donc bon, c'était un peu difficile. Et puis, en termes de communication aussi, il faut reconnaître que bon, la communication a baissé d'un cran. Et quand la communication officielle, véridique, baisse, bon, la communication anti-vaccin via les réseaux sociaux. Il n'y a pas un jour où on ne rapporte pas des cas de tel ou tel problème lié à la COVID, des cas supposés, hein, supposés parce qu'en réalité, ce n'est même pas toujours la vérité. Et puis l'autre élément aussi qui a joué en défaveur, qui joue en défaveur de cette stratégie actuelle, c'est le manque de visibilité de la maladie. Ça, vous voyez, au moment de la COVID-19, il y avait, et moi je suis bien placé pour le dire parce que je m'occupais des données, de la synthèse qui était chaque jour communiquée au niveau de la RTI. Et cela faisait en sorte que la maladie était visible. Tout le monde savait que il y avait la COVID, tout le monde savait le nombre de cas, le nombre de décès, etc. Et donc ça faisait que les populations étaient en train à aller vers la vaccination. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus tout ça, maintenant même que parfois même les tests, la disponibilité même des tests de dépistage même soulève quand même quelques préoccupations. J'en parlais la semaine dernière avec le professeur Gras. Et donc, pour tout ça, vraiment, ça fait que la stratégie actuelle n'a pas connu, ne connaît pas le succès qui était attendu. Alors, j'essaie de regarder les données de vaccination de COVID-19 en fin 2023. Après, je vais revenir. Au niveau mondial, bon, on avait quand même 13 plus de 13 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été administrées. Donc, ce qui fait qu'au niveau mondial, vous voyez, c'est beaucoup, hein, 13 milliards. Au niveau mondial, on avait 67% de la population totale qui était vaccinée avec une série complète, hein, de doses primaires contre la COVID-19. Donc, le vaccin plus, je me rappelle. Et 32% étaient totalement vaccinés avec au moins une dose de rappel. C'était, on fait ce qu'on appelle le booster à l'époque. Mais vous voyez que c'est, on va dire, c'est peu quand même, 32% pour une vaccination complète. Or, on a montré, bon, je suis passé rapidement dessus, mais plus la vaccination est complète, plus l'efficacité est garantie. Et en Afrique, particulièrement, on a, en fin 2023, en décembre, en tout cas au 31 décembre 2023, on avait plus de 646 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 administrées. Mais malheureusement, 33% de la population totale, avec une série complète. Et en Afrique, quand on regarde les rappels, ça descend à 6% de la population totale. 6%. Avec, avec au moins une dose de rappel.
Et puis 39% de la population totalement vaccinée avec au moins une dose. Maintenant, quand on regarde les chiffres de la Côte d'Ivoire, on a administré quand même 25 millions, plus de 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, 46% avec une série complète de doses primaires, et puis 12% de la population totale vaccinée avec au moins une dose de rappel. Donc, finalement, quand on regarde, on voit que 51% de la population a été vaccinée avec au moins une dose de vaccin. Ça, c'est ceux qui ont reçu au moins une dose. Mais ceux qui ont complété avec au moins une dose de rappel, c'est 12%. Mais ceux qui ont fait la série complète, c'est-à-dire les deux doses, on a 46%. Donc, vous voyez que, quand même, je pense qu'un effort a été quand même fait. Et nous sommes au-dessus, nettement au-dessus de la moyenne, je prends de la moyenne de l'Afrique, et puis même au-dessus, bon, de la moyenne même mondiale. Donc, vous voyez qu'il y a eu vraiment un véritable succès de cette vaccination en Côte d'Ivoire en fin 2023. Alors, si on est en Côte d'Ivoire, en fin 2023, mais vous voyez, les données en 2024, bon, je n'ai pas les couvertures, mais ça peut se faire. Vous voyez, ici, le nombre de personnes qui ont eu une seule dose de janvier à décembre 2024, on a 102 000, 102 718. Et on voit que c'est des chiffres qui sont allés vraiment décroissants. Parce que c'est sûr que plus on s'éloigne de la COVID, vous voyez, en janvier 2024, bon, on a déclaré la fin de l'urgence en mai 2023. Bon, les gens ont tenu un peu le pied, mais ouais. Maintenant, quand on passe à la dose 2, ceux qui ont été vaccinés à la dose 2, vous voyez que on passe à 16 000. Donc, on passe au total à 39 000. Donc, vous voyez, sur 102 000, 39 000, 40 000. Donc, on va être à peu près, peut-être à moins de 50%. Moins de 50% ouais, dans cette période-là. Moins de 50% de ceux qui avaient fait la vaccination. Et puis, ici, ceux qui ont fait des boosters, vous voyez que, bon, on est quand même le total à 69 000. Donc, bon. Mais je pense que le chiffre de booster, il faut faire attention. Je pense que ce n'est pas dans la même période, puisqu'on a pris quand même qui n'avaient pas eu la deuxième dose maintenant et qui ont fait le booster. Donc, quand on vient en 2025, vous voyez que là, c'est vrai que l'année n'est pas encore terminée. Bon, c'est vrai que les données ne sont pas complètes, mais vous voyez qu'on a très peu de personnes qui sont vaccinées. Donc, voici, pour moi, avec ces données, on voit que vraiment la vaccination est en net recul, contre la COVID-19 est vraiment en net recul pour les raisons que nous avons citées un peu plus haut. Donc, alors, devant cette situation, et je pense que cette situation en Côte d'Ivoire est la même, pour ne pas dire elle est valable aussi pour les autres pays, puisque, comme on l'a vu, la Côte d'Ivoire est un bon exemple, est un modèle vraiment de vaccination réussie de la COVID-19. Et si les chiffres si la tendance a été renversée, si les chiffres sont bas, ce que les autres pays ont. Donc, il faut continuer à vacciner. Et je pense que ça, c'est vraiment la perspective parce que la maladie à COVID-19 est une maladie contagieuse, on l'a vu. Ça veut dire que, et c'est une maladie qui est toujours présente. Voilà. C'est vrai que on ne la perçoit pas parce que, bon, comme je l'ai dit tantôt, euh, c'est pas tous les centres qui disposent de tests COVID-19. C'est pas, le week-end dernier, j'ai un ami qui cherchait des tests. Bon, vraiment, c'était difficile. Il a passé des années. Donc, elle n'est pas visible, certes, mais elle est présente parce que quand on échange, il y a des personnes qui nous disent, mais, je pense qu'avec pour ce, avec le président du comité,
On échangeait avec une consoeur à Grand Bassin la semaine dernière, où elle disait qu'elle a présenté pratiquement les signes. Et nous tous, on voit autour de nous, bon, des personnes qui ont des symptômes d'IRA, d'infection respiratoire aiguë, bon, qui sont considérés comme des cas suspects. Mais comme on ne peut pas tester, on ne peut pas savoir. Donc, la maladie est présente, hein, elle est vraiment présente. Et je pense que peut-être tout à l'heure, le président va intervenir dans les services des maladies infectieuses de temps en temps, enregistre des cas graves, des cas qui sont même hospitalisés. Donc, ça existe. Et, et le plus difficile, c'est la possibilité de variantes, d'apparition de variantes. Dernièrement, il y a eu une alerte mondiale sur quelques variantes qui circuleraient en Asie, en Europe. Donc, c'est vraiment toute l'inquiétude, l'inquiétude vis-à-vis de cette maladie. Donc, c'est une maladie qui existe et qui peut prendre une forme grave, surtout sur certains terrains. Donc, et comme il existe des vaccins sûrs et efficaces, hein, c'est vraiment important de pouvoir vacciner. Et je pense qu'il faut continuer à vacciner aussi pour euh, préserver les acquis, hein. Il y a beaucoup de leçons apprises. Il y a eu des leçons apprises dans cette lutte, qui a été une lutte ardue, en tout cas de 2020 jusqu'en 2023. Hein, tout le personnel de santé, surtout ceux de première ligne, étaient véritablement en alerte. Et donc, il ne faut pas passer pour perte et profit tous ces sacrifices, toute cette lutte, toute cette expérience, tout ce savoir-faire. Et donc, pensons que vraiment, c'est vraiment essentiel de pouvoir préserver cela, renforcer la surveillance pour rendre la maladie visible et puis continuer à communiquer. Parce que si on ne communique pas sur une maladie, bon, c'est tout comme la maladie n'existe plus. Et pourquoi aller vacciner, se faire vacciner pour une maladie qui n'existe pas? C'est vrai que la vaccination se fait avant l'apparition de la maladie en prévention, mais on sait aujourd'hui que, euh, avec tout ce qui est dit, hein, et la communication permettrait même de corriger, hein, de rectifier certaines euh, fake news, certaines infodémies, hein, certaines fausses informations sur la vaccination. Et cela permettra vraiment d'aller plus loin. Donc, communiquer sur la maladie. Voilà, donc, en conclusion, je suis à 29 minutes 54 secondes. J'espère que je vais tenir les 10 secondes. Donc, la COVID-19 est toujours présente et avec la possibilité de propagation de nouveaux variants. Et comme c'est une maladie potentiellement grave sur certains terrains, eh bien, et que la surveillance n'est pas vraiment comme elle l'était dans le temps, donc, et qu'il y a une sphère de communication, il faut, et puis aussi la faiblesse des systèmes de santé, il vaut mieux vraiment vacciner, continuer à vacciner, parce que c'est la stratégie la plus adéquate. Voilà ce que je voulais vous dire, et comme je l'ai dit, c'est un partage, et je suis persuadé que les personnes pourront compléter. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux au professeur pour ce partage? Merci, merci, professeur. Donc, on va passer rapidement aux échanges. Qui souhaiterait intervenir, hein? Levez la main. On va vous donner la parole. On est dans plusieurs activités, donc là, je me suis déconnectée pour je suis dans une autre session qui doit être lancée tout à l'heure. Ah, ok. Donc, je suis sur mon portable maintenant. Oui, oui, c'est ça. Ok. Mon nom, Emilienne. Vous n'avez pas de questions à poser, des commentaires? Docteur Kwasi, Oui, professeur. voilà, Allez-y. moi je voulais vraiment remercier le professeur Thiemré pour cette formation et surtout, il a mis le doigt sur une grosse problématique qui est la surveillance. Voyez-vous, Mhm. j'étais à Bassam la semaine passée, donc on en discutait. En fait, nous, on voit des cas qui ressemblent, à s'y méprendre à la COVID en clinique, mais on Mhm. n'a pas de test diagnostic. Nous avons envoyé des tests antigéniques qu'on a vu épuisés.
Maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a même pas encore la PCR. Et là, je suis en train de voir avec le laboratoire si bon, on a un côté, un financement allemand, s'ils peuvent contribuer à ce qu'on puisse reprendre les tests lorsque les maladies, ou soit des maladies qui ont des signes qui ressemblent donc à la COVID. Donc, c'est ça la surveillance. Et tout à l'heure aussi, j'ai reçu le docteur Koulibaly, qui est le représentant de votre institution ici. Donc, je pense que aussi, il va aussi de son côté Ouais. chercher à avoir des tests pour que on puisse peut-être reprendre cela Mm. avec un petit, au moins une surveillance locale, je veux dire, puisqu'on a Mm. un cours ici, ça va OK. nous permettre donc d'alerter les autorités en cas de besoin. C'est ce que je voulais ajouter. Encore une fois, merci, professeur. Merci beaucoup, Merci professeur beaucoup. Oufoué. Merci beaucoup pour vraiment ce commentaire qui est vraiment clé, qui est très important. Merci vraiment pour ça. Chers participants, Fabrice, Tatiana, pouvez nous partager votre expérience aussi à votre niveau, au niveau de votre pays. Qu'est-ce qu'il en est? Fabrice, Tatiana, Horace Akapo. Horace Akapo, Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. merci, docteur Emilienne. Je pense que c'est pareil, en fait. Le, le constat est général. Donc, il y a ce manque de tests. Donc, diagnostic. Sinon, les symptômes, ils sont là, ils sont présents au quotidien, hein. Et puis, bon, c'est vrai que la plupart des temps, lorsqu'on va suspecter sans test, ça favorise le déni chez les patients quand même. Mm. Donc, voilà. Et puis, la Mhm. vaccination, comme il a été dit lors de la présentation, bon, particulièrement en Afrique, il y a eu comme une opposition. Je crois que les réseaux sociaux ont joué un rôle négatif, entre guillemets, pour Mhm. la vaccination. Donc, prenant en charge les pathologies respiratoires, les patients que nous suivons, Mhm. on a eu le temps de faire des counselings, donc de les éduquer sur le sujet et c'était un peu plus facile pour eux de se faire vacciner. Mais on constatait que les nouvelles consultations, pour des nouvelles consultations, vraiment, ces patients-là n'étaient pas vaccinés. Donc Mhm. voilà, s'il faut dire un mot. Merci. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Oui, professeur. Non, non, je pense que c'est merci. Et je suis vraiment conforté dans ce que je disais parce qu'effectivement, j'aurais été étonné que les choses. Parce on a à peu près les mêmes réalités. Bon, on dit une urgence en chasse une autre. Hein, bon, Mhm. je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais j'espère qu'on aura l'occasion de parler du choléra, du Mpox, qui sont passés par là. Mhm. La Mpox Mhm. a aussi été une urgence, et en tout cas, du moins en Afrique, a été déclarée comme urgence préoccupante. Donc, Mhm. l'épidémie est arrivée. Bon, tout le monde s'est rué vers cette épidémie avec les tests. Même aujourd'hui, même les tests COVID, même. Non, pardon, les tests Mpox. Même on a Mhm. réussi à les assurer. Après, le choléra est arrivé. Hein, bon, Mhm. on a mis, en tout cas, ils sont confrontés, et ça, les infectiologues, ça, c'est leur maladie. Voilà, donc le choléra qui a en train de brûler depuis Vidi ici, et qui suit vraiment le littoral, qui est allé Mhm. maintenant, voilà, donc, c'est ça. Donc, quand ces Mhm. urgences-là sont arrivées, bon, la COVID-19 bon, a été vraiment. Et le problème, c'est ce que le professeur a dit et ce que aussi elle a dit, c'est vraiment la disponibilité des tests pour que devant tout cas suspect, devant toute personne qui présente une IRA, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment faire la part des choses. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut entendre nos amis du Cameroun de leur côté? Voilà, pour voir si c'est la même situation ou bien si chez eux, au moins, ils ont. Hmm. J'ai vu, je crois, nos amis du Cameroun, ceux qui sont connectés.
Docteur Kwasi, je prends la main. Oui. Je dirais qu'au Cameroun, on a euh, enfin moi à mon niveau, je continue de rencontrer des personnes qui disent avoir l'impression d'avoir contracté la COVID. Sauf que, comme beaucoup l'ont dit tout à l'heure, il n'y a presque pas de tests. Mhm. Du coup, je ne peux que leur donner des consignes, des mesures barrières à respecter parce que ces personnes, quand ils viennent de prime abord, ils viennent avec un cache-nez et un faciès qui est vraiment altéré. Et Mhm. n'a même pas envie d'entrer en contact avec qui que ce soit, vient simplement pour avoir un repos médical en disant que je pense avoir contacté la COVID. Mhm. Bon, parfois je refais quand moi aussi, avec les signes et symptômes que la personne présente, je refais dans les structures pour qu'on essaye de faire, mais là-bas on ne veut même pas. On dit si c'est la Mhm. COVID, rentre chez toi avec, faut pas venir avec. Donc, c'est un peu Mhm. compliqué ce fléau de COVID-19 qui semble être parti alors qu'il ne l'est pas encore. C'est ça. Euh, Professeur, je ne sais pas si je peux renchérir avec mes questions parce que j'avais deux questions pour Non. l'autre sujet. Vas-y. Oui, enfin, c'est la modératrice qui nous... Allez-y, allez-y. On a le temps pour prendre une question. Oui, cher maître, euh, Mhm. merci déjà pour toute la belle présentation enrichissante comme d'habitude. J'aimerais savoir quelles leçons tirées de la campagne mondiale de vaccination contre la COVID-19 peuvent aujourd'hui renforcer la préparation aux futures pandémies en Afrique. Et également, quel est l'état actuel de la perception des vaccins COVID-19 par les populations africaines et quelles stratégies sont efficaces pour restaurer ou maintenir la confiance de la population? Je ne sais pas si c'est bon. Oui, j'ai noté. D'accord. Ah, ouais, Merci. ok. Merci. Donc, peut-être que, bon, compte tenu du temps qui est passé, sinon j'allais le dire, même si quelqu'un a, a la réponse. Mais ce que je peux dire, les leçons à tirer, Ah, il a dit qu'il a fini. et puis voir aussi comment on peut, Le deuxième qu'il est demandé, euh, pour, pour, Bon, ça, allez-y. Monsieur, votre micro est fermé. mais c'est Emile, elle fait mon micro, et puis moi, je parle dans le vide. Elle n'a pas fermé votre micro. Et qui a fermé mon micro alors? Bon, voilà. Donc, allons-y rapidement. Donc, je voudrais dire simplement que, euh, bon, les leçons, il y a beaucoup de leçons, hein. Je pense que ça, c'est une communication même qu'on peut faire sur les leçons tirées de cette lutte. Donc, on a vu, par exemple, la communication. Ça, c'est une leçon. Il faut vraiment euh, communiquer, il faut vraiment sensibiliser les populations. Et on a vu également que le fait même d'avoir les données, les données sur la maladie, la visibilité de la maladie, ça aide. Et puis le fait aussi d'utiliser plus une approche multisectorielle ou multidisciplinaire. Hein. Vous voyez, on a utilisé les secteurs de l'éducation, on a, vraiment, c'était le ministère de la communication. On a utilisé vraiment l'approche multisectorielle aussi était très important. Et puis le fait aussi de déployer les vaccins, quand il y a une accessibilité aux vaccins, c'est vraiment important. Et puis aussi, il y a une leçon, quand il y a une contrainte, quand il y a une contrainte, j'ai voulu même proposer même à la fin de ma présentation même, de mettre une contrainte quelque part. Mettre une contrainte quelque part. Bon, si ce n'est pas le voyage, en tout cas, peut-être dans les actes de la vie courante qu'on puisse. Parce que quand il y a une contrainte, on voit que les gens, les gens, ils le font, mais on ne doit pas utiliser la contrainte, on doit d'abord utiliser la sensibilisation. Donc, il y a tellement de leçons tirées, et puis aussi bien communiquer sur les maps et sur les manifestations avec post-immunisation. La perception actuelle de la vaccination, et puis quelle stratégie? Bon, la perception de la vaccination COVID-19.
c'est vrai qu'il y a encore, bon, peut-être que pour ce Kraoufé va nous parler peut-être de la COVID long. Nous, on entend des gens qui disent, mais vraiment, c'est la COVID. Quand ils ont un petit problème, ah non, c'est la COVID, c'est le vaccin pour ceux qui sont vaccinés. Et puis pour les autres, ils vont dire non, mais vraiment, donc c'est un vaccin qui a été fabriqué pour atteindre des objectifs inavoués, bon, etc., etc. Surtout que la maladie n'a pas connu les dégâts qui étaient prévus en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que les perceptions sont toujours restées. Pendant la maladie, on avait quelques MAPI qui justifiaient cela. Mais même après, on a les histoires de Covid long. On a même, vous voyez que souvent, même on dit en France, on a créé un centre où on est en train d'indemniser, bon, je ne sais pas si ceux qui auraient été vaccinés et puis qui ont eu, bon, donc tout ça, ça entretient la méfiance encore. Je pense qu'il y a toujours cette méfiance, mais je crois aussi que la leçon apprise vraiment c'est communiquer. Communiquer, c'est vrai que ça ne va pas être facile, c'est pas d'un coup de bâton, mais en insistant sur la communication, on peut arriver à renverser les tendances. Voilà ce que je veux dire juste sur ça. Maintenant, je ne sais pas si pour ce cas, vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions ou bien quelqu'un d'autre. Non, je voulais dire que vis-à-vis de la vaccination, c'est toujours cette réticence-là que les gens ils traînent les pieds, même pendant l'épidémie, les gens traînaient les pieds. Hein. Donc, moi, j'ai été peut-être la quatrième personne vaccinée à voir ici, parce que pendant le lancement officiel, toutes les autorités, hein, les autorités hein, administratives, sanitaires, tout ça, non, j'ai été déjà vacciné à Abidjan, alors que c'était pas là. Donc, c'est ça qui démotive les populations. Ouais. Mais en général, nous, on a mis l'accent sur les parents des malades les plus graves, hein, pour dire, ah, voici, là, avec la vaccination, on peut ne pas arriver à ce stade. Mais, voilà, quand on est vacciné, on peut faire la maladie, mais on fait une maladie moins grave qui souvent ne nécessite pas d'hospitalisation. Aussi, une des notions apprises, c'est le tel lavage de mains. On a vu que le lavage des mains a fait diminuer de façon drastique les maladies diarrhéiques. Mhm. Oui, donc ça, c'est très important aussi. Parce que les gens, le simple fait de laver les mains a fait que beaucoup de maladies diarrhéiques ont diminué pendant cette période de la COVID. Ils pensent qu'on peut toujours continuer donc à nous laver la main parce que l'eau existe toujours et se laver la main après les toilettes, se laver les mains avant de manger. Ouais, c'est des gestes simples mais qui ont une grande portée sur les maladies diarrhéiques. Mhm. Et bien sûr, aussi d'autres maladies transmissibles comme la COVID-19, les grippes et autres. Ouais. Et vous voulez ajouter? Oui, Merci. merci pour ce merci. Et là même, vous me donnez une idée. C'est que je vois aussi, souvent quand je suis dans la circulation et puis je vois quelqu'un porter le masque, il dit, ah, voici une leçon apprise de la COVID-19. Parce qu'il y Oui, a des gens, ça, spontanément, quand il sent qu'il a le nez qui coule ou bien il tousse, il porte spontanément le masque. Et même oui. parfois, il porte le masque parce qu'ils sont dans une zone qui est très polluée, qui est... Et quand je vois ça, je suis très content parce que je me dis, voici quelque chose qui peut préserver la santé publique. Ouais, Ça aussi, c'est une vraiment des leçons apprises. Merci. oui. Mhm. Ok, merci beaucoup, professeur. S'il n'y a pas d'autres questions, on tire vers la fin de notre séance. Chers participants, est-ce que vous avez encore des questions à poser? On retient vraiment que c'est vrai que la vaccination n'a pas encore trop porté au niveau de l'Afrique. L'adhésion n'est pas trop ça, mais par contre, comme leçon apprise, il y a quand même les bonnes pratiques, certaines bonnes pratiques qui sont restées au niveau de la communauté, notamment le port des masques, notamment le lavage des mains. Il y a certains qui ont gardé quand même ces bonnes pratiques-là. Voilà, donc on va tous dire merci au professeur Tiembré pour son intervention, également merci au professeur Kraoufoué pour cette séance. Et puis, on va vous partager le lien pour le feedback, c'est important, pour que vous puissiez nous suggérer des sessions, des sujets pour l'année prochaine. Et nous allons vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est le 20 novembre, avec une autre thématique
quelles sont les bonnes pratiques pour l'utilisation des antibiotiques dans le cas du traitement sur le COVID long. Voilà, l'usage des antibiotiques dans le traitement du COVID long. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut faire ressortir de ça? Et donc ça sera avec notre experte qui vient de Madagascar, qui est spécialiste de maladies infectieuses, qui va vraiment nous entretenir sur cette thématique. Donc, on se donne rendez-vous le 20 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Voilà. Merci à tout un chacun d'avoir pris une heure de son temps pour venir écouter nos experts, pour nous enrichir, pour nous rafraîchir des données sur la vaccination contre le COVID-19. Merci à chacun. Et puis bon, on se donne rendez-vous le jeudi prochain. Au revoir à tous. Merci, professeur. Au revoir. Merci, professeur Ekra. Merci vraiment et bon après-midi à tous. Merci, professeur. Merci, cher maître. Merci beaucoup. Merci à tous. Les champions éco. Voici s'il vous plaît, le lien du groupe WhatsApp. J'ai l'impression que je ne suis pas dedans. Que vous n'êtes pas dans le groupe, d'accord. Ulrich, tu peux partager le lien du groupe WhatsApp en COVID long? Nous attendons ça. Oui, docteur, tout de suite. Je mets le lien dans le chat. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, madame, le lien du groupe WhatsApp est dans le chat. Vous pouvez rejoindre le groupe à partir de ce lien. Oui, je viens de recevoir. Merci beaucoup. Merci.